Bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé, comme vous le savez, en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons cette semaine Hervé Mariton. Hervé Mariton est député de la Drôme, maire de Cray et délégué général au projet de l'UMP. Ces réformes que l'UMP va proposer aux prochaines échéances électorales. On peut dire que la boîte à idées de l'UMP, c'est un peu lui, Hervé Mariton. Alors bonjour Hervé Mariton. Bonjour, plaisir. Alors vous serez interrogé pour ce Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu de La Croix. Bonjour. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazenot de RCF. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors l'actualité est riche, nous allons parler de l'actualité, du projet que vous allez présenter samedi prochain au Conseil national de l'UMP. Mais je voudrais, pour qu'on se connaisse un peu mieux, que vous nous disiez une chose. Vous aviez un mouvement qui s'appelait Réforme et Modernité, et maintenant c'est devenu droit au cœur. Et droit au cœur, j'allais dire en politique, ça veut rien dire, ça veut tout dire et rien dire. Il n'y a aucune indication politique, alors que certains affichent la droite forte et autres. Et vous passez un peu inaperçu. Pourquoi ? Droit au cœur, ça veut dire qu'il faut aller directement aux faits. Ça veut dire, comme le dit Raymond Aron, qu'il faut aussi assumer la vérité, dire la vérité et s'y tenir. Nous recevions ce matin à l'UMP Alain Finkielkraut. J'aime aussi quand, dans l'identité malheureuse, il cite Péguy, selon lequel il est important non seulement de dire les choses, mais de les voir. Non seulement dire ce que l'on voit, mais voir ce que l'on voit. C'est ça, droit au cœur. Je crois que le message est extrêmement clair. C'est pas le énième adjectif pour qualifier une droite, que je souhaite le plus rassemblée possible, mais c'est un message, aller directement droit. Droit au cœur, ça veut dire aussi qu'un certain nombre de sujets de valeur, sont des sujets, pour moi, centraux dans le débat politique. Et quand je constate que l'UMP est très prudente, trop prudente, c'est mon sentiment, sur ces questions, je souhaite les affirmer. Donc droit au cœur, c'est à la fois, sur le plan économique, plutôt libéral, pragmatique, pour aider nos concitoyens, pour les aider à développer leurs talents. Nous avons besoin d'être conquérants en même temps. Nous devons assumer nos valeurs, les partager, être aussi rassurant, ça veut dire ça, droit au cœur. Dernier message de droit au cœur, je suis chargé du projet à l'UMP, c'est de rappeler que le projet doit être au cœur de notre engagement politique. Or, trop souvent, nous avons vécu des périodes où on travaillait beaucoup sur le projet, et puis quand arrivait l'élection majeure, on mettait le projet sur le côté, et seule l'identité du candidat comptait. L'identité du candidat, c'est important, mais pour moi, le projet, c'est essentiel. Donc le projet, les valeurs, droit au cœur. Eh bien, nous allons parler de ces valeurs. Et la première question vous est posée par Romain Mazenot de RCF. Oui, précisément à propos de valeurs, des milliers de personnes le week-end dernier ont manifesté pour la défense de la vie et contre notamment le projet du gouvernement qui veut faciliter le recours à l'avortement en supprimant la référence à la situation de détresse pour les femmes qui pensent à avorter. Est-ce que ce faisant, on ne risque pas de banaliser un acte qui est tout sauf anodin et de nier des souffrances réelles ? Oui, j'ai co-signé l'amendement qui refusait que l'on retire la référence à la détresse dans la législation de l'avortement, car si les mots ont un sens, retirer cette définition historique de la loi Veil, référence à la situation de détresse de la femme, c'est en effet banaliser l'avortement. Et cela, je ne le souhaite pas. J'ai eu le bonheur dans ma vie conjugale et familiale de ne pas être confronté à des moments où une telle interrogation aurait pu se présenter devant nous. Je pense que nous n'aurions pas fait de choix de cette nature. En même temps, d'autres Français peuvent faire des choix différents. Il y a une situation législative qui existe avec la loi Veil. Il ne me paraissait pas judicieux de la modifier et j'assume qu'on l'ait dit. Parce que je vois au sein de l'opposition un certain nombre de mes collègues qui, au fond, regrettent qu'on ait dit ce que nous pensions. Mais écoutez, quand la gauche propose quelque chose qui nous paraît mauvais, très mauvais, je ne peux pas me résoudre à une astuce tactique qui consisterait à passer sous la table pour ne rien dire. Alors, est-ce que pour autant un gouvernement de droite en France pourrait faire comme en Espagne, c'est-à-dire restreindre drastiquement le droit à l'avortement et le limiter au cas de viol ou de danger physique ou psychique pour les mères? Il y a à droite, à l'UMP, des positions qui peuvent être différentes des uns aux autres quant à la vision de la loi que nous avons et quant à l'approche
personnels et aux choix privés que nous souhaitons faire. La résultante de tout cela, c'est un équilibre politique qui consiste à dire que nous ne voulons pas modifier la loi Veil, ni dans un sens, ni dans l'autre. Laurent de Boissieu, de la Croix, une question. Précision pour les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Vous avez co-signé un amendement avec d'autres députés UMP visant à dérembourser l'IVG. Expliquez-nous, c'était que dans le cas où la législation était modifiée. Mais je n'ai pas co-signé le deuxième amendement, celui du déremboursement. Non pas que la question ne se posa pas, en logique, elle se posait, mais simplement cet amendement était mal écrit. Et il était caricaturable, il a été caricaturé. Mes collègues avaient une réflexion logique, qui était de dire, s'il n'y a plus de référence à la détresse, alors que devient l'avortement? Qualifie-t-il comme acte médical et est-il alors légitime de le rembourser? Sauf que ils n'avaient pas écrit ce qu'ils auraient dû écrire. S'il n'y a pas détresse, alors pas de remboursement. L'amendement n'avait pas été écrit de cette manière-là. L'amendement a été écrit brut de chauffe, plus de remboursement de l'avortement. Et vous avez alors entendu le déferlement qui a caricaturé la position de ses collègues. Et ça ne me paraissait pas judicieux. Je pense que le débat principal qui était posé par le gouvernement, car c'était un amendement parlementaire, mais soutenu, et vous avez vu avec quelle véhémence par le gouvernement, c'était celui de la banalisation de l'avortement. Je pense, parce qu'en politique, il y a aussi de la pédagogie et qu'il n'est pas interdit d'être ferme sur les convictions, comme je le suis, comme nous le sommes à droite au cœur, et en même temps d'éviter de se laisser enfermer dans la caricature. Avec toute l'estime que je dois à mes collègues, l'amendement sur le déremboursement n'a pas aidé au débat. Alain Baron de Radio Notre-Dame, une question. Oui, ces sujets mobilisent les Français. Ils ont marché la semaine dernière, ils vont remarcher la semaine prochaine. C'est un sujet plus politique, c'est le jour de colère. Et dans 15 jours, il y aura la manifestation, la manif pour tous, qui recommence. Est-ce que vous avez soutenu cette manif de la semaine dernière et est-ce que vous soutenez les prochaines? Quelle est votre position? Je serai parmi les manifestants le 2 février, car je pense que quand des sujets importants, et la question de la famille est évidemment un enjeu fondamental de notre société, alors on doit s'exprimer par tout moyen que l'on peut. Je m'exprime en tant que parlementaire, en tant que responsable politique, je m'exprime aussi en tant que citoyen, en tant que père de famille, et le député que je suis, à la fois doit user de son influence dans le débat politique, et en même temps être avec ses concitoyens à l'occasion d'une manifestation le 2 février. Je serai dans la manifestation. Laurent de Boissieu. Vous venez de dire que c'est en effet la famille un enjeu fondamental. Pourtant, j'ai ici le projet de l'UMP qui sera soumis au Conseil national samedi prochain. Il n'y a pas une ligne de proposition de l'UMP sur cet enjeu que vous qualifiez de fondamental et qui a mobilisé des milliers de Français dans la rue. Pour une raison simple, mais je vous dirai les choses sans langue de bois, c'est que ce que je vais présenter au Conseil national samedi, ce sont des propositions d'urgence. Le projet que je mets sous le chapeau d'inventer un nouvel optimisme français, ce projet, c'est quelque chose de plus puissant, de plus fort, de plus fondamental, sur lequel le travail doit encore se dérouler. Je suis responsable du projet à l'UMP depuis 1 an. Nous avons formulé un certain nombre de propositions, différence entre projet et proposition, et la première convention que j'ai organisée portait sur la famille. Justement, pourquoi ne pas avoir repris? Portait sur la famille. Et j'ai proposé, je ne suis pas seul décideur, je suis responsable du projet, mais je ne suis pas l'UMP à moi tout seul, heureusement. J'ai proposé que nous fassions déjà état de nos éléments de projet, de nos propositions s'agissant de la famille au Conseil national. J'avais préparé une fiche importante sur les questions de la filiation, du mariage, de notre vision du modèle familial. C'est un sujet qui intéresse beaucoup mes collègues, mais qui ont considéré que la question n'était peut-être pas suffisamment stabilisée pour qu'on l'aborde dès ce Conseil national. J'entends, je m'incline devant le sentiment majoritaire, mais je le dis, nous y reviendrons. En tout cas, je m'engage à revenir sur cette question qui me paraît fondamentale. Le Derrière, fond, ce n'est pas que vous ne pouvez pas à l'UMP prendre une position commune, parce que vous avez des positions finalement trop divergentes. Laurent Boissieu, derrière, plusieurs sous-questions, si je peux me permettre. D'abord, il y a un certain nombre de mes collègues qui pensent que les questions de société, ça n'est pas important, ou qu'en tout cas, il est urgent de ne pas les aborder. Ce courant est très minoritaire, mais je dois l'honnêteté de dire qu'il existe. Moi, je souligne que les questions économiques et sociales, c'est important, mais que les questions de société, ça l'est de toute manière, ça fait partie de notre vie, c'est un domaine où le politique peut avoir de l'influence dans le respect de la vie privée des personnes. Je trouve qu'au surplus, la gauche en rajoute beaucoup là-dessus, et que plus François Hollande donnera le sentiment d'être aimable à l'égard des entreprises,
plus les percées vues de gauche sociétales seront un gage qu'il offrira aux Verts, à l'ultra-gauche et à la gauche du PS. Donc il y a vraiment urgence à être là-dessus. C'est la majorité de mes collègues, à mon avis, et de mon sentiment, mais quelques-uns disent non, c'est pas le sujet. Et puis, il y a une deuxième sous-question. Là, pour le coup, je n'étais plus majoritaire, j'étais minoritaire, de ceux qui disent « oui, Hervé, c'est important », je pense qu'ils le disent avec sincérité, mais est-ce que nous sommes tout à fait prêts à dire les choses exactement? Est-ce que nous sommes prêts à dire les choses de manière suffisamment engageante? Et est-ce que c'est un sujet d'urgence au moment où nous sommes quelques semaines des municipales? Et là, la réponse majoritaire a été dit « Hervé, remets tes propositions dans ton dossier, nous en reparlerons. » Dont acte. Qu'on n'attende pas de moi, qu'on n'en reparle jamais, oui, nous en reparlerons. Et je souhaite, c'est au cœur de mon engagement, que ce soit évidemment un volet important du projet de l'UMP. Hervé Mariton, où est-ce que ça cloche? Vous nous dites que ce n'est pas encore stabilisé, c'est votre expression à l'UMP, ces questions de la famille. Sur quoi il y a des divergences? Je prends un exemple. Soyons clairs. Je prends un exemple. L'idée que la loi Taubira est une mauvaise loi est une idée largement répandue. Ensuite, on a deux manières de la faire évoluer. Et je pense que ce point n'est pas totalement tranché, et ce n'est pas indigne de le dire. Ceux qui considèrent qu'il faut afficher dès maintenant une position très claire, très carrée sur ce que l'on veut, l'abrogation de la loi Taubira, la fin de la filiation homosexuelle et la mise en place de l'alliance civile pour reconnaître la situation de deux personnes de même sexe engagées dans la durée. C'est ma position. Et d'autres qui probablement sont prêts à arriver au même point de conclusion, mais qui considèrent, c'est à la fois une affaire de tactique mais aussi une affaire de fond, parce qu'en même temps c'est moins engageant, je dois bien le dire, qui considèrent que oui, il faut assumer de poser la question, tout de même la moindre des choses, sinon il vaut mieux faire autre chose. Oui, assumons de poser la question, mais évitons de cadrer la proposition et la réponse trop vite. Je crois au fond que ce sont les différents points. La première catégorie que j'ai citée tout à l'heure, oui, ceux qui considèrent qu'il ne faut surtout pas aborder ce genre de questions, minoritaires. Et dans ceux qui acceptent de l'aborder, ceux qui veulent dire dès aujourd'hui, on affiche la couleur. Et on abroge la loi. Oui. Sans défaire les situations instituées entre-temps, avec tout le respect qu'on doit aux personnes, mais le mot abrogation de la loi, je l'assume, et ceux qui considèrent que même si le point d'atterrissage doit être différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, il ne faut pas cliver trop fort, trop tôt, c'est pas illégitime de dire cela, j'affiche ma position, le débat va se poursuivre. Romain Mazenot de RCF. Alors, question. Parmi les questions de société, il y a aussi la fin de vie. François Hollande a annoncé une loi dans les prochains mois. Qu'est-ce que vous répondez à Marisol Touraine quand elle dit que finalement l'affaire Vincent Lambert prouve que la loi actuelle ne suffit pas? Est-ce qu'on peut toucher à la loi Leonetti à la marge ou est-ce que l'équilibre est trop difficile à déplacer à la marge? Je comprends la loi Leonetti. Avec cependant un certain nombre de débats. Moi, je ne suis pas médecin, mais j'entends des médecins dire des choses assez différentes sur ce que peuvent être les conséquences, y compris en termes d'accélération de la mort, des injections de morphine et d'actes de ce type-là. Mais voilà, j'assume la loi Leonetti. Je ne suis pas favorable, et je n'ai pas co-signé la proposition de loi UMP qui allait sans doute pas énormément, mais au-delà de la loi Leonetti. Ensuite, je suis défavorable à la proposition du président de la République sur le suicide assisté. J'ajoute, les parents de Vincent Lambert habitent dans ma circonscription. J'ajoute que ce sont des sujets sur lesquels on n'est peut-être pas obligé de polémiquer de manière trop systématique. Vous m'interrogez, je vous réponds. Peut-être que ce n'est pas là-dessus qu'il faut faire le plus d'interviews. Peut-être que ce n'est pas là-dessus que le gouvernement doit faire, y compris dans son vocabulaire et dans son point de vue, le plus d'avancées sociétales. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, vous aviez dit tout à l'heure quelque chose qui me semble capital. Vous disiez que François Hollande amorçait un virage économique pour donner des gages à la droite libérale, si on peut dire, ou au patronat, et en même temps donner des gages à sa gauche sur les sujets de société. Est-ce que vous pouvez vraiment, c'est vraiment... Écoutez, exemple, ça n'a pas été suffisamment analysé. Le 14 janvier, conférence de presse du président de la République. Le 15 janvier, le lendemain, le ministre de l'écologie, Philippe Martin, prend de nouvelles orientations tout à fait en rupture avec l'ordre établi antérieurement sur la manière d'interrompre, de fermer, d'arrêter une centrale nucléaire.
C'est à la fois une question économique, énergétique, mais c'est aussi une question sociétale extrêmement importante pour les Verts. Jusqu'à présent, il y avait un certain nombre de délais liés au rôle et aux décisions de l'autorité de sûreté nucléaire, et quelles que soient les intentions ruineuses et stupides économiquement et écologiquement du gouvernement sur la fermeture de Fessenheim, en réalité, il ne pouvait pas le faire. Il y a un paquet de gens à gauche qui étaient assez contents de ça, y compris pour espérer, dans une autre époque, on en revienne à des attitudes plus raisonnables. Eh bien, dès le 15, hasard du calendrier, sans doute, s'il vous plaît, le ministre Martin révolutionne les modalités techniques, réglementaires, légales d'arrêt d'une tranche nucléaire. C'est un gage immédiat. Donc c'est une stratégie délibérée. Oui, alors révolutionne pour être plus précis, pour faciliter et accélérer, indépendamment des décisions et du processus lancé par l'autorité de sûreté nucléaire, accélérer la fermeture d'une centrale. Je pense qu'il y a là-dedans un processus délibéré. Regardez, vous avez tout de même beaucoup de responsables de la majorité aujourd'hui qui, je pense, de bonne foi, passent leur temps à vous expliquer qu'il faut changer les mentalités. Enfin, c'est ça le sujet. Changer les mentalités, c'est peut-être pas la révolution au sens où on l'entendait il y a quelques décennies, c'est tout de même vouloir imposer aux Français une vision de la société française, décidée d'ailleurs, d'en haut. J'ai réagi cette semaine sur la guerre terminologique. Ça peut faire sourire, la suppression dans le code de l'expression « bon père de famille ». Je me suis permis de dire que, vu la gestion et par ailleurs la vision de société et le comportement de la gauche, on comprend qu'il va y supprimer la notion de bon père de famille. Mais ça a été voté. Alors on peut toujours me dire c'est les Verts qui ont déposé l'amendement. Sans doute, et ils sont un peu excités sur ce genre de sujet. Mais c'est les Verts, mais ça a été voté. Et je le dis, peut-être que la prochaine fois, il faut supprimer le mot patrie, ça fait référence au père, ou langue maternelle, régime matrimonial, ça fait référence à la mère. Ça paraît ridicule comme ça. D'abord, question d'un de mes électeurs l'autre jour. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire en France aujourd'hui? Deuxième point, derrière ça, il y a tout de même une vision idéologique et sociétale très forte sur laquelle, manifestement, le président de la République et le gouvernement n'ont pas du tout envie de brider la majorité. C'est-à-dire, dites-nous en plus, ça vous gêne qu'on supprime la notion de bon père de famille qui fait un peu désuet tout de même? Non, elle n'est pas désuète, monsieur. Bon. Elle n'est pas désuète parce que quand on la remplace par paisiblement ou raisonnablement loi Quillot, paisiblement aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse, mais c'est l'idée. Mais on oublie, par exemple, la notion de transmission. Dans le bon père de famille, il y a bien l'idée d'une projection, d'une transmission. Le bon père de famille, il ne se contente pas d'être paisible ou raisonnable, il a bien une gestion patrimoniale qui n'est pas égoïste, qui ne le concerne pas lui seul. Et ça, je ne le retrouve ni dans raisonnablement, ni dans paisiblement. On assèche les mots avec cette novlangue, une vision un peu orwellienne de la France, et on appauvrit la société. Romain Mazenot de RCF. Je voulais connaître votre point de vue sur l'enquête réalisée par Ipsos pour Le Monde et France Inter, où on voit que le pessimisme des Français, leur défiance vis-à-vis des institutions, des politiques est de plus en plus grande, a encore augmenté. Un seul chiffre, il y a 74% des Français qui disent qu'en France, c'était mieux avant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français qui nous écoutent pour leur redonner de l'espoir? C'est justement l'orientation que je souhaite donner au projet de l'UMP, faire en sorte que les Français puissent espérer en l'avenir, faire en sorte que chacun puisse avoir le plus de chances dans la vie, que ce soit en termes d'emploi, en termes d'éducation, que ses biens et sa personne soient protégés, développer les talents de la France. La France a des talents. Une fois qu'on a dit ça, il faut tout de même être assez exigeant quant au diagnostic. On cite souvent, par exemple, en termes de talent, la formation, l'enseignement, la réalité, les enquêtes internationales, la réalité constatée au quotidien, c'est qu'on a beaucoup perdu, y compris dans des domaines d'excellence comme l'école française des mathématiques, l'industrie du logiciel ou le numérique. Le président de la République, l'autre jour, dans sa conférence de presse, dans ses vœux, avait parlé du numérique. On a perdu beaucoup de place dans ce domaine-là. Mais pour redonner confiance aux Français, car c'est pour moi cardinal dans le projet, je vous dis, inventer un nouvel optimisme français. Nous présentons cette semaine notre charte pour les municipales. L'idée, dans une approche très simple, très modeste de vie quotidienne, c'est bien d'améliorer, d'embellir la ville, de faciliter la vie des gens. C'est une forme d'optimisme. Mais la réponse aussi à la confiance, c'est pas le énième texte sur le cumul des mandats. Ce ne sont pas principalement des réflexions de nature institutionnelle.
ne sont pas inintéressantes, mais elles ne sont pas centrales. C'est une question de résultats. Ce que les Français veulent, c'est des résultats. On pourra faire toutes les lois qu'on veut sur le cumul, tant que les résultats ne sont pas là, la confiance ne sera pas au rendez-vous, et l'optimisme sera alors difficile à déclencher. Alors justement, vous avez voté contre le non-cumul des mandats qui a été adopté hier définitivement par les députés. Comment vous faites, vous, concrètement, pour mener à bien votre travail de maire dans la Drôme, donc pas à côté de Paris, de député, de délégué général au projet de l'UMP? Comment vous faites? Je travaille beaucoup. Il y a une réflexion d'un député de gauche que j'ai trouvée la plus intelligente, que j'ai lue ce matin dans la presse, qui était de dire que ça pouvait peut-être avoir un effet sur la santé des gens, c'est sûrement assez demandeur, et puis ensuite il faut articuler tout cela avec la vie de famille. C'est la réflexion la plus intelligente. Ensuite, les autres réflexions de ceux qui ont porté ce projet, je veux y répondre. D'abord, la France est très centralisée. Eh bien, je suis fier, étant député et maire, d'avoir en tant que tel plus de force pour défendre les enjeux de la ville dont je suis le maire, et ça profite bien au-delà de la ville. J'ai construit, ou j'ai obtenu qu'on construise à créer un nouvel hôpital. Si je n'avais pas été député, ça ne se serait pas fait. Deuxième élément, l'indépendance. J'y suis extrêmement attaché. Je suis chargé du projet à l'UMP, ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense à tous ceux avec lesquels je travaille, en toute amitié, mais en toute franchise. Je n'étais pas spécialement un zélote de Nicolas Sarkozy, ni avant 2007, ni après 2007. J'ai voté pour lui, mais je considérais qu'il y avait des marges de progrès. Ça ne lui plaisait pas quand je lui disais. S'il n'y avait pas eu cumul, j'aurais été dans une situation où vous pouvez me dire, Mariton, on vous aime bien, mais franchement, vous commencez à nous embêter, donc on va en mettre un autre à votre place. Quand il y a cumul, le parti politique n'a pas ce pouvoir-là. Les élus ont beaucoup plus d'indépendance. Les partis en France sont beaucoup trop fragiles pour que l'on ne donne pas toute l'indépendance nécessaire aux élus. Les citoyens y gagnent. Mon patron, ce n'est pas mon parti, ce sont les citoyens. La réalité du terrain, c'est aussi avec une fonction exécutive qu'on la sent, et pas quand on est en représentation. Et puis, d'autres arguments encore qui pourraient être cités. Un élément de bilan aussi. Des collègues à vous sont allés vérifier, il y a une étude du CEVIPOF qui le démontre, les députés les plus actifs à l'Assemblée nationale sont aussi les députés qui cumulent. Le sujet, c'est de bosser plus, et autant qu'on peut bosser mieux. Eh bien, merci Hervé Mariton pour ce plaidoyer en faveur du cumul des mandats qui est courageux. Oui. Et nous allons marquer une première pause dans ce Face aux chrétiens. Nous retrouvons Hervé Mariton dans un très court instant. Restez avec nous. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec Hervé Mariton, notre invité de cette semaine, qui est député UMP de la Drôme, mais délégué général au projet de l'UMP qu'il présentera en fin de semaine au Conseil national de l'UMP. Alors, Hervé Mariton, nous allons parler maintenant, dans cette deuxième partie, du pacte de responsabilité proposé, des économies à faire et tout ça. Il y a une proposition que vous aviez faite un temps qui était de supprimer le Conseil économique et social et environnemental pour faire des économies. Vous êtes toujours sur cette base ? Oui, parce que ça ne sert à rien, mais honnêtement, ce n'est pas à la hauteur du sujet. Donc, c'est quand même des millions. Je vous réponds poliment. Oui, mais c'est tout de même des petites sommes. Je pense que le Conseil économique et social national et ses déclinaisons en région, une trentaine avec l'outre-mer, ça coûte des sous, ça n'a pas une très grande utilité. Pire, je pense qu'on croit qu'il y a là un lieu de concertation et qu'il dispense d'organiser de véritables concertations ailleurs. Mais en matière d'économie, il faut toujours avoir une idée des ordres de grandeur. Les ordres de grandeur sont bien plus considérables, de même que les réductions de charges proposées par le président de la République, je prends, ça n'est pas stupide, mais les ordres de grandeur dont le pays, dont l'économie, dont l'emploi a besoin sont bien supérieurs. Bon, alors nous allons en parler avec nos trois journalistes, Laurent de Boissieu de La Croix, Romain Mazenot de RCF et Alain Baron de Radio Notre-Dame. Et c'est Alain Baron qui vous pose la première question. Oui, justement, monsieur Mariton, ce tournant social-démocrate ou social-libéral, je ne sais pas comment il faut l'appeler, vous y croyez vraiment ? Qui vivra verra. Ce que je veux dire simplement, c'est d'abord qu'il n'y a pas de diagnostic très clair de la part de François Hollande et de ses amis. J'ai entendu des choses, y compris sur des antennes, donc ça, on peut retrouver les images et le son, de socialistes proches du président de la République qui expliquent qu'en réalité, il avait fait le bon diagnostic dès le début, mais que les Français étaient tellement déprimés qu'il ne fallait pas leur dire. Bon, alors si c'est ça, c'est tout de même gênant. C'est Julien Drey qui me l'a dit. Il est assez proche du président de la République, je crois, et il a par ailleurs la grande qualité de s'exprimer franchement. Cette question quant à l'exigence du diagnostic, pour tout vous dire, même à l'UMP, je ne suis pas sûr qu'on aille toujours aussi loin qu'il est nécessaire sur le diagnostic. Le diagnostic, c'est par exemple ce problème, c'est très bien dit par un certain nombre d'économistes comme Pierre Pahu,
Pierre Cahuc, spécialiste de l'emploi, c'est tout ce problème de l'emploi autour du SMIC. Dans les propositions de l'UMP, lors du séminaire de l'équipe dirigeante en décembre, j'avais proposé, c'est un point sur lequel je n'ai pas été suivi, je fais beaucoup de propositions audacieuses et je suis souvent suivi, mais il arrive que non, peut-être trop audacieux, que l'on ait un SMIC par branche. Car l'évolution de la productivité n'est pas homogène, parce que nous avons massivement en France un problème d'emploi pour les salariés qui sont autour du SMIC, avec un très grand nombre de salariés qui sont au niveau du SMIC. À cet égard d'ailleurs, le propos est peut-être très technique, mais aujourd'hui, il n'y a pas de charge sur les salaires qui sont au niveau du SMIC. Et donc, la suppression des cotisations familiales n'a aucun effet sur cette catégorie de salariés d'emploi et de potentiel d'emploi. Et donc, une partie massive du problème de l'emploi en France, pour les salariés peu qualifiés, pour des gens dont l'entrée sur le marché du travail est probablement handicapée aujourd'hui, pour parler clair, par le fait que le SMIC est trop homogène d'un niveau d'activité à un autre, alors même que les évolutions de productivité sont très différentes. La proposition faite par le président de la République, pour les Français les plus défavorisés, ceux qui ont le plus de mal à rentrer sur le marché de l'emploi, dans des secteurs aussi où l'emploi peut être développé, sa proposition est de nul effet. Laurent de Boissieu de la Croix. Et pourtant, vous-même et l'UMP, dans vos mesures d'urgence, vous proposez de transférer les cotisations sociales familiales. Alors vous c'est sur la TVA plutôt. Donc vous arrivez au même point. François Hollande, je ne sais pas, a repris là-dessus votre. Je suis d'accord avec vous. Étant dit cependant, un, qu'on est beaucoup plus exigeant sur le diagnostic, et deux, en termes de solutions, excusez-moi, mais François Hollande propose 10 milliards d'allègements de charges nouveaux, alors que nous proposons 65 milliards d'allègements de charges. Quand on est dans un décalage en proportion de 1 à 6, 1 à 7, ça n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. J'ajoute cependant, pour être tout à fait honnête et complet, que l'espèce de consensus qui s'est fait, patronat, la droite depuis longtemps, la gauche aujourd'hui, sur le thème « le sujet, c'est le financement de la politique familiale », moi, il m'a toujours posé une difficulté. D'abord, je suis content pour les entreprises qu'il puisse y avoir ces allègements de charges, mais comment finance-t-on la politique familiale ensuite ? Je crains, avec un gouvernement, une majorité aussi peu aimable à l'égard de la famille, que la politique familiale devienne la victime expiatoire des ajustements budgétaires. Une fois qu'il n'y a plus de financement, on va vous expliquer qu'il est parfaitement cohérent de faire des économies drastiques. Et j'ajoute que ces allègements de charges peuvent avoir leur sens, mais il ne faut pas oublier la politique à mener pour les personnes qui sont au SMIC. C'est là où ma proposition de SMIC par branche est cohérente. À la fois les allègements de charges, mais si je me contente de ces allègements de charges, je rappelle à la gauche et à la droite que nous ne sommes pas, à ce moment-là, suffisamment dans le sujet pour les salariés aux environs du SMIC. Donc, des mesures structurelles sont nécessaires. Elles ne sont pas au rendez-vous. La réforme des retraites n'avait rien de solide et de structurel. Les partenaires sociaux et le gouvernement sont engagés dans une réforme de l'assurance chômage où les sujets délicats, type intermittents du spectacle, sont mis sous le tapis. Donc on est parti pour rien avoir de significatif. Formation professionnelle, une réforme minuscule. Bon, la droite n'avait pas été bien meilleure en son temps. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'on progresse beaucoup là-dessus. Sur les retraites, on avait été beaucoup plus courageux et bien meilleur. Sans aller jusqu'au bout. Oui, mais enfin en faisant beaucoup plus que ce que le gouvernement a fait, et les propositions que j'ai portées pour l'UMP en septembre dernier en matière de réforme de retraite avaient le mérite d'être, je crois, fortes, courageuses et plutôt cohérentes. Romain Masneau de RCF, une question. François Hollande a parlé également de la réorganisation territoriale de la France. Demain, vous êtes ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation. Imaginons, qu'est-ce que vous faites? Quel redécoupage de la France? Est-ce qu'il faut supprimer des départements, faire fusionner des régions? Je vais répondre à votre question, mais vous m'autorisez à ajouter un complément de réponse à Laurent de Boissieu sans être discourtois, monsieur. Sur le pacte de responsabilité proposé par le président de la République, manque d'ambition. Ce n'est pas le bon ordre de grandeur. 2, ce débat sur les contreparties risque d'être très contraignant sur le plan administratif. Je ne suis pas sûr que les entreprises s'en sortent si bien. 3, les économies ne sont pas au rendez-vous, et ça m'obligera à une réponse sur l'organisation territoriale. Et elles ne sont pas au rendez-vous et dans une ampleur considérable. Enfin, l'impasse est considérable. Les 15 milliards affichés en 2014, on ne sait pas où ils sont. François Hollande est manifestement un faux monnayeur qui vend les mêmes économies à la fois pour gager une baisse d'impôts et en même temps pour dire à Bruxelles « rassurez-vous, je vais baisser les déficits ». Tout ça n'est pas sérieux. C'est au passage une impasse, c'est un point qui n'a pas été beaucoup vu jusqu'à présent, une impasse à l'égard de Bruxelles tout à fait redoutable. La réalité,
c'est que François Hollande, en ce moment, surtout s'il veut donner un peu plus de corps, parce qu'il se rend compte que son petit geste, comme il dit avec un peu de mépris, ça peut être un peu court, et s'il y a envie d'en ajouter à l'égard des ménages, soit on fait ce que nous préconisons, c'est-à-dire des économies importantes, par ailleurs des cessions de participation pour désendetter l'État, soit on n'a pas le courage de le faire. C'est plutôt la situation du gouvernement, et à ce moment-là, ça veut dire zut à Bruxelles, avec un danger considérable de renchérissement des taux d'intérêt. Parmi les économies... Justement, on revient à la question de Romain Maslow sur la décentralisation. Oui. La réalité est que c'est un des points sur lesquels nous sommes encore à l'UMP en débat. Car après ma proposition de l'ensemble que nous allions présenter, de la présentation de samedi, j'ai dû en rabattre sur 2 sujets. D'une part la famille, d'autre part l'organisation territoriale. Nous sommes tous d'accord pour modifier le millefeuille territorial, mais la réalité c'est que nous ne sommes pas tous d'accord sur ce qu'il faut mettre dedans. Nous avions trouvé un consensus en décembre, mais ensuite c'est la vie, quand on se rapproche d'une décision votée, les gens relisent, et alors les désaccords peuvent apparaître. Nous avions trouvé un consensus sur le thème 8 régions et disparition des départements, là où les métropoles se mettent en place. C'est un schéma qui, moi, me va tout à fait. J'ajoute que je serai personnellement favorable aux fusions de communes et à la transformation d'un certain nombre d'intercommunalités en communes nouvelles, comme la loi que nous avions votée sous la présidence de Nicolas Sarkozy le permet, mais des communes nouvelles, il s'en est mis très peu en place. Et par ailleurs, la loi de l'époque a tout de même eu aussi un effet pervers, qui est d'engendrer dans certains cas de très grandes intercommunalités, qui pour le coup risquent d'être vraiment une strate supplémentaire, sans se rapprocher de l'idée de fusion de communes. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Est-ce qu'il y a encore débat à l'UMP sur les 35 heures? Faut-il en sortir définitivement, ce que n'a pas fait le gouvernement précédent? Il y a une très grande majorité des responsables, des militants, des sympathisants, des électeurs de l'UMP qui veulent sortir des 35 heures. Il y a une très grande majorité des responsables économiques qui le veulent aussi. Ça n'a pas toujours été le cas. Les patrons de grandes entreprises, jusqu'il y a une période assez récente, disaient que ce n'est pas le sujet. Moi, je suis très frappé de voir le changement de ton de l'ensemble des responsables économiques là-dessus. On pourrait peut-être le faire d'ailleurs en commençant par les cadres. Ça aurait une certaine valeur de modèle de considérer que ceux qui doivent donner l'exemple, c'est d'abord l'encadrement, avec la plaie des RTT, des congés à rallonge, 9 semaines de congés, enfin, tout ça est très déstructurant de l'économie et ne va pas bien avec une culture du travail. Et peut-être que les cadres doivent donner l'exemple avant les agents de production. Au reste, on est d'accord sur l'idée qu'il faut déléguer ces négociations à l'échelle, on avait dit prudemment, branche ou entreprise. Et il y a un réflexe de subsidiarité à l'UMP qui est tout à fait bienvenu, qui est plutôt l'entreprise. Là où il y a débat, et il n'est pas mince, tranché par le fait qu'on dit que la discussion est au niveau de l'entreprise, mais on voit bien qu'il y a ensuite une appréhension un peu différente des uns et des autres sur les conséquences salariales. Eh bien oui, ça doit se discuter au niveau de l'entreprise. Et dans le public, parce qu'à un moment, l'État ne peut pas tout le temps refiler la patate, ça veut probablement dire quelque chose du style, les 39 heures, non pas payer 35, c'est peut-être un peu rude, mais il faut bien des progrès de productivité. Et puis, il peut y avoir un certain nombre d'avantages à être fonctionnaire par ailleurs. Donc les 39 heures payées 36, 37, mais pas les 39 heures payées 39, parce que ça, budgétairement, on ne sait pas faire. Laurent de Boissieu de la Croix. On parlait des collectivités locales. Est-ce que vous allez voter, oui ou non, la ratification, vous êtes pour la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires? Alors, je suis très partagé là-dessus. Parce que, à la fois, je pense que l'expression des langues régionales est quelque chose de très important. Au demeurant, nous l'avons inscrite dans la Constitution, dans ma circonscription et dans ma propre ville. C'est important, l'expression du provençal. Il y a à créer un certain nombre de poètes. Il y a eu des poètes très proches de Frédéric Mistral. Ça ne vient pas au bon moment. Au moment où la langue française, nous en parlions ce matin avec Alain Finkielkraut à l'UMP, est par ailleurs en France contestée parce que l'intégration se fait mal et parce que la place du français n'est pas tout à fait celle qu'elle était avant. Finkielkraut citait Lévinas, où Emmanuel Lévinas décrit comment il rentre dans l'apprentissage de la langue française avec Corneille, Racine, Molière. On voit bien que tout cela ne fonctionne pas de la même manière. Vous avez ces rapports extravagants de Matignon il y a quelques semaines qui disent mais la France ne doit plus être un pays dont la langue unique soit le français, mais nous devons être un pays multilingue dont le français soit simplement la langue dominante.
Eh bien, je vais vous dire que l'affirmation du Provençal, d'un point de vue culturel, à Cré, ça me va bien. Mais au moment où on voit ces tensions sur la place du français, le fait qu'il y a en effet un sujet là et une véritable difficulté pour l'intégration, je ne suis pas sûr que le moment soit le mieux choisi. Romain Mazenot de RCF, une question. Avec le pacte de responsabilité, la fameuse remise à plat de la fiscalité paraît un petit peu reléguée au second plan. Si on a bien compris, la ligne de force, c'est la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Vous y êtes favorable, vous ? Non, non. J'y suis absolument défavorable pour plusieurs raisons. La fusion impôt sur le revenu CSG, approuvée par un certain nombre de Français qui surtout approuvent ce qui va avec, c'est-à-dire le prélèvement à la source. Donc je vais faire un paquet de cela. C'est rendre l'impôt le moins douloureux possible. Eh bien, dans un pays où les impôts sont déjà trop élevés, où les Français ont mis un peu de temps à se rebeller, ils commencent, tant mieux, c'est utile, eh bien, il faut que les gens se rendent compte quand ils payent l'impôt. Et donc le prélèvement à la source, facilité par la fusion IR-CSG, de mon point de vue, c'est une horreur. J'ajoute, il y a des rapports de l'inspection des finances qui l'ont démontré, qu'à une époque où existent les déclarations pré-remplies, les prélèvements décidés par le contribuable, il n'y a pas d'économie et il n'y a pas de rationalisation à la clé, c'est plus le sujet. Ça l'était il y a 30 ans, ça n'est plus aujourd'hui. Deuxième point, fusion IR-CSG, vous allez aggraver la fiscalité des classes moyennes. Troisième point, vous mettez en cause la politique familiale, parce que s'il n'est pas absolument impossible d'appliquer le quotient familial, c'est tout de même beaucoup plus difficile. Vous encouragez l'individualisation de l'impôt, comme l'a proposé Mme Vallaud-Belkacem, parce que la retenue à la source et la fusion IR-CSG vont mal avec la notion de foyer fiscal, puisque fusion IR-CSG, vous avez un impôt qui est sur le salaire, l'autre qui est sur le revenu du foyer. Si vous mettez tout sur le salaire, où est le foyer fiscal dans tout ça? Donc vous avez derrière ça une vision totalement individualiste de la société. Ça n'est pas ma vision de la société. J'ajoute un argument qui est plus rarement développé, mais qui me paraît aussi important, c'est que vous risquez d'avoir, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les salariés internationalement mobiles, comme c'est le cas sur les charges sociales aujourd'hui, une revendication salariale nette de net, qui peut aggraver les inégalités, être plutôt aimable à l'égard des très hauts salaires, et par ailleurs enclencher une spirale inflationniste. Merci Hervé Mariton. Nous allons marquer une nouvelle pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un très court instant. A tout de suite. Troisième partie de notre Face aux chrétiens avec notre invité Hervé Mariton, député UMP de la Drôme et délégué général au projet de l'UMP. Nous allons bien évidemment, avec vous Hervé Mariton, parler de ce projet. Alors une question avant de donner la parole à Laurent de Boissieu sur le détail. Quel va être le processus? Comment allez-vous obtenir enfin un vrai programme à l'UMP à proposer aux Français? Nous ne sommes pas au bout du travail parce que, à la fois, nous élaborons des propositions avec des auditions, des consultations d'experts, tout le déroulement du travail de groupe, les secrétaires nationaux spécialisés, les parlementaires impliqués sur les sujets. Tout ça nous a permis au fil de l'année de préparer des conventions, ont exprimé des propositions qui ont ensuite été mises au débat et au vote sur le site internet de l'UMP. Et puis tout ça a cheminé vers le séminaire économique de décembre, puis les propositions que je présente au Conseil national samedi. Et puis ce n'est pas la fin des choses, parce que nous sommes en 2014 et que les présidentielles et législatives, c'est en 2017. Donc ça veut dire que ce travail se poursuivra, qu'il faut aussi l'intégrer à quelque chose qui soit plus de l'ordre de la vision. Donc c'est ce que je propose comme intitulé « Inventer un nouvel optimisme français », donner toutes leurs chances aux Français, cette idée à la fois de la fierté que les Français peuvent avoir, en même temps d'être capable de construire un avenir qui soit meilleur que ce qui est aujourd'hui, révéler tout le potentiel de l'avenir. Dans ma circonscription, sont réalisés un certain nombre des composants du cœur artificiel. C'est important le cœur artificiel, ça ouvre des perspectives, c'est une percée technologique majeure. Il faut expliquer aux Français que si on veut demain que le cœur artificiel rende service à ceux qui peuvent en avoir besoin, il est important d'assainir un certain nombre de dépenses sociales qui, si elles dérivent, empêcheraient que le cœur artificiel ne se développe. Alors, on va entrer dans le détail et vous serez donc, une fois encore, interrogé par Romain Mazenot de RCF, Alain Baron de La Croix et Laurent de Boissieu de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Laurent de Boissieu de La Croix qui vous pose la première question. Alors, une question un peu directe, mais à quoi sert ce projet de l'UMP
alors que vous savez très bien que celui ou celle qui sera le candidat à la présidentielle soutenu par l'UMP aura son propre projet et imposera ses propres mesures d'urgence. C'est pour ça que j'ai créé Droit au cœur, je l'ai expliqué tout à l'heure, Droit au cœur, venez. Si vous voulez, d'abord on ne va pas rester les bras ballants jusqu'en 2016-2017. Il est important que l'UMP formule des propositions et mette en perspective ces propositions dans un projet, essaye de donner le moral, des perspectives, un peu d'optimisme aux Français. Ensuite, oui, il y aura des primaires, et les primaires en 2016, elles changent fondamentalement la définition de l'UMP. Elles compliquent évidemment la réponse à la question qui nous est souvent posée aujourd'hui, qui est le leader. On veut un leader. Il y a un président, Jean-François Copé, il fait très bien son boulot, mais ça n'épuise pas le sujet, puisqu'il y aura des primaires en 2016. C'est le président de l'UMP, il a un leadership de qualité qui est évident. Il est aussi évident qu'il n'est pas le seul leader à être entendu par les Français au sein de l'UMP. Mais nous avons besoin d'une culture commune. J'essaye de participer à sa construction. Il peut aussi y avoir là un certain nombre d'idées, une banque d'idées, dans laquelle les candidats aux primaires puiseront. La réalité, c'est que je n'ai pas trouvé pour l'instant, c'est dommage parce qu'on a besoin d'idées originales, mais tant de pépites au-delà de ce que nous avons proposé, dans les champs que nous avons proposés, c'est franchement dommage parce que je trouve que des innovations, il en faut tout le temps et nous n'en avons pas assez. Peut-être sont-elles cachées, mais voilà, j'espère que plus le temps viendra, plus nous aurons ces idées neuves qui sont indispensables. Et puis, je le redis, la primaire, l'élection présidentielle, ça ne doit pas effacer de mon point de vue, le travail que nous avons fait avant. Moi, je m'étais engagé l'an dernier ni pour Copé ni pour Fillon. C'est mon indépendance, ma liberté, elle m'est reconnue aujourd'hui. Eh bien, je souhaite peser dans ce débat quand viendront les primaires, avec les idées que nous aurons travaillées, le projet que j'aurai élaboré, en rappelant aux candidats aux primaires que tout ça n'est pas à mettre à la poubelle au seul motif de la primaire elle-même, puis l'élection présidentielle ensuite. La primaire, elle aura forcément lieu, même si Nicolas Sarkozy revient et souhaite être le candidat soutenu par l'UMP. C'est mon avis. Je n'ai jamais été un zélote de Nicolas Sarkozy, je ne suis pas allergique pour autant. Peut-être ce sera à un moment le meilleur candidat, je ne sais pas aujourd'hui, mais si c'est à un moment le meilleur candidat, je ne vois que des avantages à ce qu'il respecte les statuts de l'UMP. Peut-être que ça se fait de temps en temps de respecter les statuts d'une formation politique et de ne pas imaginer de les transformer au seul gré des circonstances. Voilà une position claire. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Vous venez de citer 3 noms, là, vous avez bien quand même une préférence, vous avez une petite idée sur votre... Je n'ai jamais rien dit jusqu'à présent, même sous votre torture, je ne dirai rien. On ne va pas vous torturer. Non, mais je ne me suis pas exprimé, ça ne me paraissait pas indispensable l'an dernier là-dessus. Les militants de l'UMP avaient devant eux un paysage bien assez compliqué comme cela. Ensuite, je pense que quand les primaires viendront, je prendrai mes responsabilités. Et que, au fond, le travail que je mène, la prudence en quelque sorte dans les jeux de personnes à laquelle je me contrains sans déplaisir aujourd'hui, tout ça donnera peut-être un peu de poids à ma voix. Romain Masneau de RCF, une question. L'UMP a désigné ses têtes de liste pour la campagne pour les européennes qui auront lieu le 25 mai prochain. On sait que l'Europe n'a pas la cote auprès des Français. Quelle sera la ligne politique claire de l'UMP pour cette élection? Est-ce que c'est plus d'intergouvernemental, plus de protectionnisme, le retour des nations? Ce sera quoi? Non, je ne suis pas pour le protectionnisme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un monde ouvert. Je ne pense pas que les Français attendent d'ailleurs de l'Europe qu'elle les protège plus que ça. J'utilise moins le mot protéger qu'un certain nombre d'autres responsables de l'UMP, mais je pense que l'Europe doit nous donner des outils. Donc l'Europe doit être utile, qu'elle nous protège à certains égards, mais pas dans une vision protectionniste des choses. Les gens savent que le monde est ouvert, ce n'est pas tous des spécialistes des textes de l'Organisation mondiale du commerce, mais ils savent que la concurrence, elle est aussi chinoise, japonaise, coréenne. Donc que l'Europe nous aide, l'adjectif que j'utilise souvent, à être conquérant. Ensuite, on converge assez bien. Nous avions fait des propositions l'été dernier là-dessus. On est en train de retravailler. Jean-François Copé s'exprimera samedi au Conseil national sur l'Europe. L'idée d'une Europe à la fois pragmatique, utile, qui est une Europe qui doit être fortement pénétrée du principe de subsidiarité. Ce qui veut dire d'ailleurs
que la réponse peut être fédérale dans certains cas. Moi, j'assume totalement que l'union bancaire est de nature fédérale en réalité. Ce n'est pas la peine de barguigner avec ça. Et il y a d'autres domaines sur lesquels, aujourd'hui, l'Europe pose un certain nombre de contraintes, exerce des compétences, et peut-être elle ne devrait plus le faire. Quand les Britanniques posent la question de la redéfinition des compétences de l'Europe, ils la posent mal, et ils la posent avec la perspective tout à fait redoutable de sortie de l'Europe et de destruction d'une bonne part de l'Europe. Je ne l'envisage pas de cette manière-là du tout. Mais redéfinir les compétences dans le principe même, je ne suis pas On voit bien que vous êtes un peu dans un entre-deux entre les fédéralistes et les anti-européens. Est-ce que ça suffit à convaincre les gens de voter pour vous Est-ce que c'est scandaleux d'être équilibré? C'est ce que j'essaye de faire dans d'autres domaines, à la fois parce que c'est un peu ma mission à l'UMP aujourd'hui, ça ne m'empêche pas quelques saillies sur certains sujets où je trouve qu'une prudence excessive peut nuire, mais peut-être que les Français demandent aussi des formes d'équilibre, de nuances utiles. Alors ça n'aide pas à faire des grands titres, mais je pense que ça peut faire partie de notre projet, en tout cas dans le domaine européen. Lors de la préparation de la Convention l'été dernier, on me prédisait le pire affrontement entre fédéralistes et souverainistes. La réalité, c'est qu'autour de la subsidiarité, autour de cette idée d'une Europe utile aux Français, mais on a trouvé un bon point d'équilibre. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Il y a quand même, selon les sondages, une montée des eurosceptiques et ceux qui sont franchement hostiles à l'Europe. Ça vous inspire quoi, ça Principe de réalité et principe d'audace. Le principe de réalité, c'est d'expliquer que le monde d'aujourd'hui est ouvert, c'est un monde de compétition, et dans ce monde, si on ne veut pas se faire manger tout cru, heureusement qu'il existe une échelle européenne. Si nous ne voulons pas nous résigner à l'idée, d'un point de vue géostratégique et économique, que le monde de demain est asiatique, j'ai rien contre l'Asie, mais que l'Europe serait une sorte d'anachronisme aujourd'hui et un épisode de l'histoire pendant quelques siècles, si on ne se résigne pas à ça, on a tout de même intérêt à s'unir, à prendre un certain nombre d'initiatives. L'Europe de l'énergie, par exemple, j'ai fait des propositions dans ce domaine-là, et il y a beaucoup à faire. Ça, c'est la réalité. Il faut l'expliquer. Voir ce que l'on doit voir, je citais Peggy tout à l'heure, ça vaut aussi dans ce domaine, dire la vérité. Et puis, ça n'interdit pas de corriger ce qui ne marche pas en Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable politique de l'énergie, il faut l'assumer. Aujourd'hui, on emmerde les Français ou d'autres Européens avec un certain nombre de sujets dont rien ne justifie qu'ils soient traités à l'échelle européenne. Ils le sont avec un complet contresens de ce que doit être la subsidiarité, il faut le dire aussi. Donc c'est très concret, c'est très pragmatique, mais je pense que c'est, oui, une Europe utile. Demain, il y a une visite qui est très attendue par les catholiques, celle du chef de l'État au Vatican. Il va être reçu par le pape François. Qu'est-ce que vous attendez, vous, personnellement, de cette rencontre? Oui, d'abord, je trouve normal que le président de la République aille au Vatican, le Vatican en tant qu'État, le pape en tant qu'autorité morale. Je comprends qu'il y a une tradition à ce que le président de la République rende visite dans les premiers mois de son mandat au Saint-Père. Manifestement, François Hollande a un peu de retard. Cette visite a lieu, c'est bien. Laurent de Boissieu de la Croix. L'UMP a décidé de soutenir François Bayrou. Est-ce que pour vous, François Bayrou et le MoDem est revenu dans le giron de l'alliance que forme l'opposition de droite? Ou est-ce que ça reste, parce qu'on voit de Sainte-Ville, les MoDem locaux sont encore sur des listes PS. Quel regard avez-vous aujourd'hui du MoDem et de François Bayrou? Vous avez été longtemps membre de l'UDF. Moi, j'ai un adjoint MoDem, j'ai toujours eu un adjoint MoDem. Il était UDF avant au sein de la municipalité de Cré, mais la réalité, c'est que les partis politiques dans une petite ville comptent assez peu. Écoutez, il vaut mieux que François Bayrou revienne plutôt vers nous, plutôt que de le lancer dans les bras de François Hollande. En même temps, j'avais été profondément choqué par ses choix en 2012, et je les ai regrettés, je les ai condamnés. Donc nous n'oublions pas, aussi bien, le monde ne s'est pas arrêté en 2012, et il se trouve qu'en 2012, on a perdu les élections. Donc si on veut gagner les élections demain, il faut être capable de s'ouvrir, y compris à des personnalités dont les comportements, les choix politiques ne nous ont pas toujours plu. Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours payé de retour, pas immédiatement, mais c'est sans doute une forme d'investissement intelligent. En tout cas, j'ai bien compris que c'était très mal vu par les militants, mais une bonne partie du sujet pour nous, c'est justement à la fois d'être très respectueux des militants, de comprendre leur indignation de ce qu'a été le choix de Bayrou en 2012, mais de leur expliquer, oui, que le monde ne s'est pas arrêté en 2012 pour le coup, et que, moi je vois bien, y compris quand les gens parlent de Nicolas Sarkozy, qu'il y a une très grande différence entre les militants, les sympathisants, les électeurs. Les militants qui ont un attachement sincère, profond pour la personne, l'action
le bilan de Nicolas Sarkozy. Les électeurs à l'autre bout, pas tant que ça, puisqu'ils n'ont pas donné de majorité. Et entre les deux, les électeurs potentiels que l'on doit rassembler en 2017 ont là-dessus des opinions beaucoup plus nuancées. Il est important qu'on assure un meilleur pont entre nos militants, qu'il ne faut pas enfermer, nos sympathisants, nos électeurs potentiels. Et la question de la relation avec Bayrou, ça a au moins le mérite de nous secouer et de nous rappeler, oui, que le monde ne s'est pas arrêté en 2012. Voilà de sages paroles pour terminer ce Face aux chrétiens avec vous, Hervé Mariton. Merci infiniment. Merci aussi aux téléspectateurs et aux auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF de nous avoir suivis. Et si vous avez pris cette émission en cours, sachez que vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. À bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau Face aux chrétiens.